Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, le développeur qui aime croire que débrancher sa box tous les soirs compensera l'empreinte carbone de son usage de ChatGPT. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et c'est moi qui me fais blâmer par mon manager lorsque mon équipe ne termine pas ses features ou fait des bugs. T'es un manager qui est un manager ? Tu vas découvrir tout un monde un jour. Est-ce que ton manager a aussi un manager qui lui-même a un manager ? Ah my god, les grandes boîtes, ça me manque pas. Comment vas-tu aujourd'hui, Jérémy ? Parfaitement bien, il fait un temps magnifique. Et toi, en Putain, forme ? En forme, faudrait qu'on enregistre des podcasts plus souvent, surtout ces derniers temps. Ouais. Est-ce que tu as une question pour nous aujourd'hui ? Eh bien oui, nous avons une question de Robert, qui est indépendant, qui nous dit comment éviter d'être constamment face à une réticence au changement. Possible que cela ressemble énormément au premier épisode sur de bonnes pratiques, à vous de me dire. À chaque introduction de nouveautés, concept, nouvelle feature d'une techno, comment éviter d'être constamment face à une réticence au changement ? Je trouve ça incroyable de se contenter de ses acquis, surtout dans notre métier. Je trouve ça surtout usant pour moi qui aime partager. Voilà, terrible question. Je pense qu'on a tous été confrontés à une réticence au changement ou à des nouveaux changements qui nous ont embêtés. Si vous-même vous avez des exemples, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça pourra nous intéresser. Et toi, Adrien, est-ce que tu as déjà été confronté à des changements ou à une réticence au changement qui était particulièrement problématique ? Attends, est-ce que j'ai été confronté à une réticence ou est-ce que j'ai été moi-même réticent ? Parce que je pense que j'ai été plusieurs fois réticent au changement. Ouais. Et je pense que les raisons peuvent être plus ou moins bonnes selon la situation. Là, j'ai pas d'exemple concret qui me vient en tête là tout de suite, mais je vois des catégories de situations. La première, c'est quand on te demande un truc et que tu te rends compte que ça va être un chantier. Genre le product manager, il dit « Oh, fais ça, ça devrait être facile ». Et toi, tu sais que derrière, ça va être l'enfer à mettre en place. Parce que c'est un changement de modèle. En fait, ça veut dire que ça va impacter toute la code base. Et une toute petite feature potentiellement qui aurait dû prendre 3 jours en théorie, en vrai, elle va te prendre 3 semaines. Parce qu'il faut tout refaire. Donc ça, c'est une première réticence. Et l'autre, en fait, en vrai, elle est assez liée. C'est quand tu as de la dette technique et que tu te dis « Mais en fait, ça fait des mois que je dis qu'il faut qu'on retape ce truc. On ne l'a pas retapé. » Et donc, ce changement qu'on nous demande, il va demander un travail phénoménal parce qu'on n'a pas retapé, quoi. Et je pense qu'il peut y avoir une troisième raison, je ne sais plus si j'y ai été confronté ou pas, c'est quand tu es face à des gens, product managers ou autres, qui veulent toujours rajouter des trucs dans le produit, des nouvelles fonctionnalités, etc., mais qui n'ont aucune preuve que ça va être utile, en fait, dans le produit. Ouais. C'est juste basé sur leur instinct, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça a tendance à m'agacer aussi. Ça sent tellement le vécu. Écoute, forcément. Après, c'est normal. Tu connais pas tout dans le produit et c'est difficile de prouver les choses. Donc, ça peut être intéressant de faire du testing, du A/B testing ou des choses comme ça et déterminer si une feature est utile ou pas. Ce qui est bien, c'est d'être clair sur le fait qu'on va tester un nouveau truc et peut-être que c'est destiné à la poubelle, peut-être que c'est destiné à rester et que tu le sais pas encore. Ça te permet d'évaluer le coût et les opportunités liées à... Tout à fait. À condition que tu ne mettes pas trop de temps à mettre en place ce A/B testing. Si juste pour tester l'utilité d'une feature potentielle, il te faut 3 semaines et tout péter, et qu'après revenir en arrière, c'est difficile. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir un éventail de choses que tu peux vouloir tester. Et puis parmi ces choses-là, de voir quels sont les meilleurs équilibres en termes de coûts pour le réaliser et récompenses si tu arrives à l'implémenter ou pas, et d'arriver à catégoriser. Ça se trouve, il y a un truc difficile qui sera une petite reward qui peut être dépriorisé vis-à-vis d'un truc qui est plus facile à faire et qui a le même niveau de reward, ou peut-être un niveau de reward, une récompense meilleure à l'implémentation, pardon. C'est clair. Attends, je pense peut-être même à un autre exemple de réticence au changement, où c'était moi qui étais en mode réticent aussi. C'est quand t'as un développeur qui te dit « Ah, plutôt que d'utiliser tel framework, on devrait utiliser tel framework », parce qu'il a vu un tweet ou une démo sur YouTube qui donnait l'impression que ce framework était 10 fois plus puissant et qu'on allait gagner beaucoup de temps. Revenons à la question, parce qu'on parle de concept, nouvelle feature d'une techno, donc typiquement, il y a React, la nouvelle version qui est sortie, maintenant il y a ça, faut essayer cette nouvelle feature, et tu te retrouves avec la moitié de la code base avec des componentes, et l'autre avec des hooks, ça devient hétérogène. Je suis pareil avec Node.js aussi. Faut essayer Bun, c'est vachement mieux Bun, faut essayer machin, il y a eu 10 000 alternatives à Node.js, et au final ça fait beaucoup de bruit à la sortie, mais maintenant on entend moins parler, quoi. C'est ce qu'on appelle le HDD, Hype Driven Development. Exactement.
Donc en tout cas, parmi tous les exemples que j'ai donnés, je pense que le plus gros exemple de réticence que j'ai accepté maintenant en tant que développeur, c'est celui-là. Quand quelqu'un me dit tiens, faut mettre en place telle nouvelle techno parce qu'elle est cool, là, tous mes détecteurs de c'est pas une bonne idée passent au rouge, quoi, tu vois. Enfin, sauf preuve du contraire, mais j'ai vu tellement de trucs arriver où c'était censé être révolutionnaire et au final, tu gagnes pas grand-chose à le faire, si ce n'est perdre du temps à le mettre en place, que je suis très sceptique par défaut dans ce genre de cas. Non, je pense que alors je vais aller à contresens de la question, mais je pense que la réticence au changement, ça peut être une bonne chose, utilisée avec parcimonie, parce que ça permet d'avoir une certaine stabilité, et c'est ce que tu veux en général quand tu fais du code, savoir un code stable, c'est-à-dire qui crache pas tout le temps, etc. Quand tu as quelque chose de sûr, t'évites de faire des grands changements, quoi, on va dire. Et là, la réticence au changement, elle aide. Après, l'entropie, c'est aussi ce qui nous apporte de la valeur, c'est-à-dire faire de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses, pas faire uniquement ce que tu faisais avant. Sinon, effectivement, tu n'apportes plus de valeur. Tu es en train d'exploiter, en fait, on va dire, ce que tu fais actuellement, mais tu fais toujours la même chose. Ouais. Mais là, tu parles de changement fonctionnel. Fonctionnel comme techno. Hein, Imagine, ton produit, c'est un logiciel de comptabilité, quoi. Et le truc, il stagne, ça marche bien, on se fait un peu chier dans l'équipe de développement. Tu vas pas t'occuper, tu vas pas créer l'entropie en changement de framework, quoi. Non, mais si le truc il marche, quoi. Et justement, je pense que c'est là où c'est important, c'est pour éviter d'être face à la réticence au changement. Je pense que c'est ce qu'on explique aussi depuis un moment, c'est qu'il faut arriver avec le problème que tu souhaites résoudre pour l'expliquer à tout le monde qui ne peut pas forcément comprendre. Carrément. Donc, si tu veux apporter une nouvelle techno, pourquoi ? Peut-être parce que justement, dans ton logiciel de compta, toutes les 3 semaines, tu dois implémenter un nouveau connecteur pour un client ou je sais pas quoi, que tu as identifié que c'est quelque chose qui était risqué parce qu'à chaque fois c'était un truc custom, que ça prenait du temps, que ça avait un coût en termes de logiciel ou d'infrastructure ou je ne sais quoi, et que tu as peut-être une solution pour l'optimiser, tu veux utiliser Lambda, tu veux utiliser un framework, tu veux utiliser... refactorer un truc, je veux dire, c'est à ce moment-là où il faut poser le problème, il faut un petit peu identifier les métriques que tu veux monitorer, qu'est-ce que tu veux résoudre, et tu peux amener ta proposition, et il faut être prêt à s'imaginer que cette proposition va être challengée. Ah oui, mais si on veut résoudre ça, peut-être qu'on peut le résoudre de cette manière aussi, en discuter, échanger, et puis voilà, essayer de trouver le meilleur compromis avec l'équipe, les managers. Ce serait ma manière de faire les choses pour apporter, on va dire, de la nouveauté. Ouais, donc en gros, le changement doit être justifié par un problème qu'il est amené à résoudre. Typiquement, si dans ton projet, il n'y a pas de problème, enfin la tech, elle marche bien, et tu dis tiens, on va passer sur tel framework parce qu'il est mieux, ça répond pas a priori à un problème. Ça apporte un risque parce que tu changes de framework et tu ne sais pas vers quoi tu t'orientes. C'est ça. Et par contre, la récompense, elle n'est pas claire. C'est, ouais. Donc, il faut arriver toujours à contrebalancer le risque avec une récompense. Et si tu arrives à l'exposer de manière claire, je pense que c'est OK. Et toi, en tant que manager, tu as été confronté à des situations comme ça ? Alors, soit face à des gens qui étaient contre le changement, ou toi-même, tu t'es opposé à un changement ? Ouais, tout à fait. Ouais. Exemple. On veut des noms. Balance ta réticence. Ouais, j'ai tout à fait des exemples comme ça, particulièrement quand je suis arrivé dans mon job. Je voulais améliorer tous les secteurs sur lesquels on travaillait, on va dire, et il y avait l'un d'entre eux, donc je commence à établir une proposition, identifier des problèmes, etc. Et je me fais opposer une fin de non-recevoir par des gens un petit peu plus seniors de l'organisation dans laquelle je travaille, qui me disent « Oui, mais ce service-là, en fait, on s'en fout un peu, donc ça marche, donc... n'investissons pas du temps ou de l'énergie sur ce sujet-là. » Et en rétrospective, je suis un peu d'accord avec eux. On aurait pu améliorer l'état des choses, avoir un beau système bien fait. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une problématique. Ouais, ce service n'intéresse personne et je n'ai pas envie d'avoir à le maintenir. Si j'avais changé les choses, est-ce que ça aurait introduit de nouvelles catégories de bugs qu'on aurait dû maintenir, etc. Aujourd'hui, ça marche, les gens connaissent les limitations. S'ils veulent faire des choses plus complexes, ils ont d'autres outils, et voilà. Donc, moi, je trouve ça acceptable. Et inversement, oui, ça m'est arrivé en tant que gardien de notre scope aussi, de voir des gens arriver et dire « Ah tiens, je vais changer ça dans ta code base, etc. » Enfin, non, pourquoi tu changes ça Après, derrière, c'est nous qui allons devoir le maintenir.
je vois pas vraiment l'intérêt, c'est quelque chose qui te convient juste pour toi. Tu ajoutes ton petit if de ton côté, sauf qu'il y a des dizaines d'équipes qui utilisent notre système. Donc si chacun dans ces dizaines d'équipes vient ajouter son petit if, ça va être problématique. Il va falloir que tu viennes et que tu m'expliques pourquoi tu veux faire ça, et parlons-en, parce que c'est quelque chose qui est envisageable. Est-ce que ça vient déverrouiller une feature? Est-ce que tu as des objectifs toi-même dans ton équipe vis-à-vis de ce que tu veux faire, etc. Parce que il y a des gens qui arrivent et qui veulent modifier des choses juste parce que c'est la manière la plus simple. Hein. Donc c'est toujours la question de pourquoi on le fait. Quelle est la carotte, quel est le problème qu'on résout, quoi. Pour reboucler sur la question de notre auditeur, imaginons, donc maintenant je pense qu'on a fait un joli survol de dans quel cas ça a du sens d'être réticent et dans quel cas ça ne l'est pas. Imaginons qu'on est face à une situation où c'est un changement qui a besoin d'être fait, il a été justifié, ça résout un problème, etc. Et que tu es quand même face à quelqu'un qui est réticent. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme idée ou comme piste pour convaincre la personne d'arrêter d'être réticent et de juste accepter ce changement, quoi. Tu veux dire un membre de l'équipe? Ouais, imagine t'as un membre de l'équipe, il dit bah non, moi j'ai pas envie de faire ce changement. Il est réticent à ce changement, alors qu'en fait on l'a justifié. Il y a de bonnes raisons de le faire. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour convaincre cette personne réticente à y aller, quoi? Dans mon expérience, c'est impossible de convaincre tout le monde, et c'est aussi pour ça que c'est important de bien expliquer le problème, parce que le but c'est de convaincre l'équipe, mais tu peux pas convaincre tout le monde dans l'équipe, je sais pas. Toi, tu penses à quelque chose? Si le problème a été bien expliqué, déjà s'assurer qu'il a été compris, peut-être que c'est pas clair. Une fois que c'est clair et que la personne elle est quand même réticente, peut-être qu'elle a de très bonnes raisons de l'être, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Et pareil, il faut que ce soit acknowledge, il faut que les explications qui ont été données soient reçues de l'autre côté, comprises, parce que peut-être qu'il y a une vraie raison de renégocier, enfin de revoir quel était le plan, quoi. Il y a quand même quelque chose qu'on peut identifier dans la question, je la relis, mais il dit « Je trouve ça incroyable de se contenter de ses acquis, surtout dans notre métier. » Bon, je suis d'accord, il faut apprendre des trucs, tu peux faire des side projects, etc. Dans le domaine du travail, avoir des changements tout le temps, c'est pas non plus nécessairement hyper positif. Et je trouve qu'il y a une marque de jugement dans le fait de dire se contenter de ses acquis. Et je pense que justement, si quelqu'un n'est pas convaincu par ta proposition, est-ce que c'est nécessairement de la faute de la personne? Moi, j'aime bien me dire que les gens cherchent à faire les bonnes choses, on va dire, sont de bonne volonté. Donc si une personne est contre ce que je dis, c'est qu'elle a probablement des raisons, et plutôt que d'essayer de convaincre ou de persuader quelqu'un en me disant j'ai forcément raison et je dois convaincre les autres de ma bonne parole, c'est d'essayer de me remettre en question moi-même, de remettre en question ma proposition, ma vision du problème, et de comprendre ce que la personne veut me dire et d'arriver avec une réelle authenticité face à la personne, et dire vas-y, explique-moi, j'ai besoin de comprendre, parce que moi j'ai compris ci, j'ai compris ça, mais j'ai vraiment envie d'échanger avec toi et qu'on soit alignés et convaincus l'un de l'autre de la bonne marche à tenir pour la conduite du projet, quoi. Oui, on est d'accord. Souvent, ça permet d'avoir une conversation plus honnête, plus transparente, qui permet de parler avec les gens et justement d'arriver sur une décision qui est partagée, on va dire. Parce que si j'arrive et que je suis convaincu d'avoir raison, ça ferme, je trouve, la conversation. Ok, mettons que la personne qui est réticente, elle est clairement de mauvaise foi. Genre, elle a envie d'apprendre un nouveau framework, tout le monde s'en fout de ce framework, ça n'a pas de rapport avec le projet, ça n'a aucun intérêt dans le projet, d'accord? Il n'y a que cette personne qui est réticente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, elle veut juste faire joujou avec un nouveau truc shiny pour son propre apprentissage, quoi. Je dirais que c'est plus facile de dire non que de dire oui, non? C'est plus facile de dire non pour qui? Pour un manager, un développeur, peu importe? Peu importe, j'ai l'impression que c'est plus facile de rester dans le statu quo que d'amener du changement. Quand t'as de l'autorité, c'est facile, je pense. Quand t'es la personne soumise à l'autorité, c'est quand même un peu plus délicat de dire non, il me semble. Oui, mais là on parle de gens dans la même équipe. Donc s'il y a quelqu'un de l'équipe qui dit je veux mettre tel framework, etc., si tu es au même niveau que lui, pareil, tu peux faire une explication en alignant les éléments rationnels, permettre de dire que ça vaut pas le coup. Par exemple, les risques liés au changement de framework. Ça peut causer des erreurs, ça va entraîner un temps de développement significatif, on a besoin de travailler sur telle ou telle feature qui a plus de valeur. Bon, effectivement, si t'as rien à faire, ça vaut peut-être le coup. Donc là, tu jouais le rôle de la personne qui est réticente, qui a des raisons de ne pas aller de l'avant. Notre auditeur dit, voilà, j'ai quelqu'un qui est réticent, comment je peux réagir? Donc tu dis c'est facile de dire non, donc ça veut dire que la personne qui est réticente, elle a le bon rôle, entre guillemets, c'est plus easy. Donc comment quand t'es en face, tu te mets de l'autre côté du miroir,
Comment tu réagis face à ça, quoi? Est-ce que t'es juste frustré et tu dis bon bah tant pis, merde, je me résous à accepter la réticence des autres et puis la vie continue, quoi? Ou... Non, mais c'est de la même manière. J'arrive et je viens démontrer la valeur de ce que j'apporte. Effectivement, si ça n'a pas de valeur pour le projet, bah, peut-être que si je veux tester cette techno, le mieux, c'est de le faire sur un petit side project. Ok. Et dans le pire des cas, c'est status quo. C'est-à-dire qu'on a discuté, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Ouais. Et là, après, bah, ça dépend qui est manager et qui est manager. Des conséquences peuvent s'en suivre. Pourquoi? Bah, si quelqu'un... si c'est un développeur qui est tout le temps réticent, peut-être qu'il est plus bienvenu dans ses équipes. Ouais. Et si t'es un manager qui est tout le temps réticent, peut-être que les gens vont se barrer, en fait. Oui, parce que ça rend le travail inintéressant, Mhm. totalement stable, ou peut-être qu'il n'y a pas de travail, comme je disais. Et donc, effectivement, ça converge sur l'idée que les gens ont intérêt à vraiment s'exprimer, pas seulement sur l'idée elle-même, mais sur pourquoi on est pour ou contre cette idée. Tout à fait. Parler des tenants et des aboutissants pour essayer de trouver un consensus, quoi. Ouais. Et être dans une démarche constructive plutôt que d'être en opposition. Super, j'espère que ces éléments vont permettre à notre ami de pousser pour ces changements, essayer de les formuler d'une manière qui sera appropriée, en tout cas qui pourra être reçue par les autres personnes, je pense que c'est le plus important. Et N'hésite vraiment, pas à revenir vers nous pour nous dire comment la situation a évolué. On sera ravis d'avoir de tes nouvelles. Et pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions et à vos situations compliquées lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Pour cela, il suffit d'aller sur notre site, lesav.tech, pour envoyer votre question via notre formulaire. Vous pouvez rester anonyme, vous donner un petit pseudo, ou mettre votre vrai nom si vous voulez, c'est vous qui choisissez. Merci Jérémy, merci à vous tous, auditrices et auditeurs, et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci Adrien, à bientôt. Ciao ciao.